Salut à tous, bienvenue dans le Fighter Club Sunday, votre rendez-vous du dimanche soir pour revoir en image tous les événements fight de la semaine et du week-end. J'espère que vous allez bien en ce dimanche. L'UFC est bientôt de retour, ça y est, vous avez été patients. Il y en a plein de belles choses à vous montrer évidemment ce soir. Sacha est au rendez-vous. Comment ça va, Sacha ? Je suis très content. J-6 avant le retour de l'UFC, le KSW est revenu, on va en parler. Le Fighter Club Sunday est toujours là comme tous les dimanches. C'est jamais arrêté. Le chat est là. Il y a tout ce qu'il faut pour qu'on passe une bonne... En plus, regarde, je suis presque bien coiffé. Donc franchement, c'est bien. C'est vrai que c'est bien de le signaler quand même. T'as un homme très bien coiffé à côté de toi, pour le coup, qui a raccourci un petit peu ses dreads depuis la dernière fois. Amaury Iwakozabo est avec nous ce soir, tout juste victorieux et rentré de Pologne, là, il y a quelques minutes maintenant, après ta victoire au KSW hier soir. Salut Amaury. Salut l'équipe. Comment ça va ? Bien. Écoute, ça va super. Hein. Ouais. Revenu de Pologne, une très belle expérience. Au top. Tu reviens avec une victoire en même temps, donc forcément, la confiance est là. On va en parler évidemment de ton fight tout à l'heure. Je vous donne le programme de l'émission du soir pour le meilleur des sports de combat. Saladin Parnasse est plus que jamais le roi du KSW. Pour la 4e fois de sa carrière, le Français a défendu sa ceinture des moins de 70 kilos. Victoire face au Polonais Marcin Held. TKO dans le 2e round. La suite pourrait bien s'écrire ailleurs pour le Français. Lui n'a toujours pas connu la défaite depuis ses débuts en pro. Amaury Iwakozabo est notre invité aujourd'hui. Après sa victoire hier soir au KSW, la 3e en 3 combats, il nous racontera comment il a vécu ce fight et ce qu'il envisage aussi peut-être pour la suite. L'UFC est enfin de retour le week-end prochain, UFC 324 à Las Vegas avec en main event une ceinture intérimaire chez les moins de 70 kilos. Justin Gaethje défie Paddy Pimblett, un combat aux multiples enjeux pour les deux hommes, mais aussi pour cette catégorie en plein mouvement. Voilà pour le très beau programme du soir. Avant de parler du retour de l'UFC, il y avait le KSW, on vous l'a dit hier soir. Et c'était le grand retour quand même de Saladin Parnasse dans la cage après une parenthèse réussie en boxe. Le Français défendait pour la 3e fois consécutive sa ceinture chez les moins de 70 kilos. Opposé au Polonais Marcin Held, Parnasse a une nouvelle fois réalisé une masterclass. C'est-à-dire plus elle va être fatiguée, moins son striking va être bon. Ouais, regarde, ça y est, ça commence à se durcir là. Il descend tant bien que mal, de manière un peu désespérée dans les jambes de Salah. Ouh là là, il vient pris un crochet à la tête là. Ouais. Oh là là. Aïe, il était pas prêt. Il était pas prêt pour ça, j'ai l'impression, Martinez. Non. Là c'était un os trop dur à mâcher, je pense, pour Martinez. C'est peut-être la fin là, c'est peut-être la fin, l'accélération de Saladin. Il en veut plus, Martinez, il en veut plus. Oh là là, une démonstration encore une fois. Une démonstration de force. Littéralement. Il n'a pas été mis en danger une seule fois, Saladin Parnasse sur ce combat. Même sur les phases de sol de Marcin Held, on a eu l'impression qu'il allait rien se passer. C'est fou. Il est vraiment exceptionnel ce combattant. Il l'a surclassé. Waouh. Et Martinez, encore une fois, on vous le rappelle, c'est pas n'importe qui. C'est un vétéran du circuit, beaucoup d'expérience. Ça, c'est la force d'un champion, de rendre nul ses adversaires. C'est-à-dire que moi, je connais pas le MMA, je regarde et je me dis, mais en fait, ça pouvait pas le faire. Quelle démonstration, encore une fois, de Saladin Parnasse. Tu étais dans la salle encore, tu l'as vu ou pas, toi, Amaury ? Oui, effectivement, j'étais dans la salle. Bon, j'étais dans les coulisses parce que j'avais fini mon combat, mais j'ai vu en direct. Et vraiment impressionnant. Comment il débite, ça va très très vite, très précis. Et chaque frappe, c'est pour éteindre. Donc Ouais, la précision effectivement de ses frappes, la rapidité. Sacha, on va en plus quand même rappeler qu'en face, c'était pas n'importe qui. Voilà, on a tendance à critiquer parfois un petit peu les adversaires de Saladin Parnasse. Aujourd'hui, c'est un ancien de l'UFC, du Bellator ou encore du PFL, qui était sur 3 victoires de rang. C'était vraiment un adversaire de choix quand même. Ouais, c'était un vrai adversaire. C'est pas parce qu'il s'est fait complètement roulé dessus par Saladin Parnasse que c'était personne, mais ça en dit énormément sur le niveau de Saladin. On a un Marcin Held qui a absolument pas existé, alors qu'au KSW, il fait plutôt partie de ceux qui arrivent à bien prendre les combats, bien les aborder, etc. Là, il a été débordé dans tous les secteurs, et franchement, on dirait qu'il a tout essayé, mais il n'y a rien qui est passé face à Saladin, donc la prestation de Parnasse, elle est assez exceptionnelle. Ouais, et on va le voir, on va revoir justement en image ce chaos aussi pour voir que il a construit la destruction de son adversaire, j'ai envie de dire quelque part. C'est-à-dire que, évidemment, il y a la puissance et il y a la rapidité dont tu parlais, Amaury, mais c'est construit de la part de Parnasse, c'est intelligent, il sait très bien où est-ce qu'il veut en venir. Et on le voit là sur ces images, effectivement, où il tourne autour aussi de son adversaire et il place en fait les bons coups au bon moment. C'est-à-dire qu'il ne frappe pas n'importe comment, il sait où est-ce qu'il peut faire mal à son adversaire.
Il y a ses amenés au sol parce que là aussi pour elle, c'est le seul moyen un petit peu de trouver une solution. Et voilà, l'impact des coups aussi, c'est fou. Ah, c'est incroyable, mais exactement, il a un bon timing. À chaque fois, en fait, il vient un peu bien raccourcir les distances, bien jauger avec son bras avant, son jab, couper avec les jambes, frapper fort avec le bras arrière, la jambe arrière, middle, high kick, défendre la lutte et puis mettre un gros débit dès qu'il sent l'ouverture. Et puis on tombe sur un finish. Il a tout fait. Hein. Il a fait corps, tête, comme il l'a dit, Amaury, des kicks. Il a pris l'initiative, il a contré aussi Parnasse, donc il l'a mis dans tous les compartiments. Et il n'y en a aucun dans lequel Held a réussi à faire quelque chose en fait. C'est-à-dire qu'il s'est vraiment fait déborder dans tous les domaines. Et c'est là où la performance elle est quand même stratosphérique pour Parnasse parce que comme tu l'as dit, c'est un mec qui a des grosses spécialités, des spécialités qui sont jamais faciles à gérer. Ouais. On a l'impression qu'il n'a même pas réussi à respirer en fait dans la cage avec Saladin. Ah, c'est ça qu'il faut, c'est qu'il rend finalement ce combat aussi ultra facile, Saladin, alors que finalement il y a beaucoup de travail. Là, on a vu que le KO, mais dès le premier round, il a fait vaciller déjà son adversaire plusieurs fois. Et le plus flagrant, finalement, c'est ce que tu as dit aussi tout de suite, Amaury, en regardant le KO de Parnasse. C'est le rythme du combat qu'il dicte, en fait. Finalement, c'est lui qui choisit quand il accélère. Et c'est là où ça fait mal. Et finalement, c'est lui qui choisit quand il va terminer son adversaire, en fait. Même il y a des choses un peu subtiles, comme le déplacement. Il a toujours son pied droit à l'extérieur, en gaucher droitier. Et puis, Held, il a du mal à trouver ses distances, en fait. Il avance, il recule, il aspire, il frappe sur des combos de 2-3 coups, il repart, il change les niveaux, middle, low kick, high kick. Et en fait, on ne sait pas à quoi s'attendre. Et lorsque Held veut mettre en place son jeu pour la lutte, il se mange des gros stops, des grosses pros, donc il est perdu. Ouais, ça n'incite pas à y aller. Et ce qui est fou, Sacha, alors il y a évidemment la rapidité des coups, mais c'est les enchaînements aussi, parce que quand il se lance dans un enchaînement, Parnasse, c'est 1, 2, 3, 4 coups aussi qui partent tout de suite. Ouais, très clairement. Et puis il y a même des mouvements de buste entre certaines frappes. C'est là où on peut aussi juger de son niveau en boxe anglaise. On sait qu'il a fait un combat en boxe anglaise avant. Moi, je trouve qu'on a retrouvé aussi des schémas qui sont très propres à la boxe anglaise dans sa manière d'attaquer. Il est un petit peu plus en avant, il est très ancré sur les frappes. On a l'impression qu'il frappe encore plus fort qu'avant. Et ça part dans tous les sens. Et effectivement, la combinaison, la tête, le corps, le crochet, le travail en ligne, c'est une panoplie. Il a utilisé toutes les touches qui étaient disponibles. Sa vitesse d'exécution et sa force de frappe, justement, c'est ce qui a impressionné aussi son adversaire, Marcin Held, même pendant le combat. Szybki, dynamiczny ten uderzenia. Wcale nie słabe, tylko kurde młody. C'est dur, hein. Ça en dit long aussi quand c'est l'adversaire qui se rend compte de ça, comme si il avait eu, on verra tout à l'heure, parce qu'il avait eu des mots forts, Marcin Held, à l'encontre de Saladin Parnasse avant le combat, mais il faut être dans la cage et il faut être face à Parnasse pour se rendre compte finalement de la force de frappe aussi qu'il a. Oui, tout à fait. L'anecdote, il y a peut-être 2 ans de cela, il était venu tourner au club et on avait vu la différence. Vraiment, il mettait un débit de dingue, on n'arrivait pas à le toucher. T'avais tourné avec lui, toi ? Moi, j'avais pas pu parce qu'à ce moment-là, il devait prendre des droitiers. Donc son coach Arnaud Templier m'a dit de changer, mais là, j'attends de me rétablir et dans quelques semaines, quelques mois, j'irai tourner avec Parnasse à la Hatch. T'as envie, justement, c'est fou, parce qu'on avait cette discussion aussi la semaine dernière, cette adversité-là, de te confronter comme ça à Parnasse, même ne serait-ce qu'à l'entraînement, parce qu'on sait que les sparring, c'est toujours très intense, mine de rien. T'as envie d'avoir cette adversité-là ? Oui, clairement. Parnasse, c'est la crème de la crème. Donc, si on se confronte à Parnasse, au moins, ça donne... on a conscience de son niveau, des choses qu'on fait très bien et ce qu'il faut améliorer. Et on a un petit avant-goût du haut niveau, parce que quand on voit ce qu'il produit en combat, on se dit, mais je comprends pas. Je comprends pas, j'ai l'impression qu'il n'a pas de point faible. Ouais. Et je pense qu'en tournant régulièrement, en faisant des mises de gants régulièrement avec des athlètes comme Parnasse, je pense que mon niveau, il va monter d'un coup et c'est ce que je veux. Oui, tu vois le plus que ça peut t'apporter finalement de tourner avec Saladin Parnasse. On l'a vu déjà un petit peu sur les images, mais la seule solution pour Held en face, pour essayer justement de contrer Saladin Parnasse, c'est justement de l'emmener au sol. On l'a vu, il a essayé plusieurs fois de le faire. Parnasse, pour le coup, il s'y attendait et il avait quand même préparé justement cette défense, Sacha, cette défense justement impériale dans ce domaine finalement, dans ce combat. Parnasse, il savait à quoi s'attendre face aux Polonais. Oui, c'est ça. Alors déjà, il a une très très bonne lutte, Saladin. Moi, je pense que ça fait partie de ses grosses qualités, et donc y compris la lutte défensive. Et je me posais la question de est-ce que ça peut vraiment être dangereux d'être face à Held, sachant que tu as stoppé un mec dans la catégorie du dessus qui essayait de t'amener au sol. Là, on s'est rendu compte qu'en fait, il a beau être super technique et utiliser des techniques de grappling très précises, Held,
il n'y a rien qui passe. En face, tu as quelqu'un qui, comme il l'a dit, il a très bien dit, Amaury, il est trop rapide, il est trop physique. Il ne fait pas d'erreur non plus, parce que dans le grappling, on espère que quelqu'un fasse une erreur, un mauvais geste, etc., pour attraper quelque chose. Il a tout géré à la perfection et il a retourné le jeu de Held contre lui, parce que là, on voit, c'est lui qui prend les top positions, comme on les appelle, et c'est lui qui lui fait du dégât. Donc, à un moment donné, il va s'enrouler, Held, il va essayer de lui attraper la jambe, mais en fait, on s'attend à tout. Et puis, de toute façon, je pense que quand on est dans la tête et dans les yeux de Saladin Parnasse, le monde, il est un peu au ralenti. On voit tout venir, Il voit tout est avant, clair, quoi. tout est simple. Ah ouais. Nous, on en voit. Lui, il tente des trucs. C'est analysé depuis très longtemps. Donc, c'est très, très, très impressionnant. Non, mais c'est important de le dire aussi à Amaury, parce qu'on parle souvent du striking justement de Parnasse. On le disait tout à l'heure, la rapidité, l'enchaînement des coups. Mais au sol et en grappling, c'est aussi très fort. Oui, c'est aussi très fort. On peut le voir, là, il tombe sur un grappleur expérimenté, mais on aurait dit un débutant limite ceinture blanche. Il ne pouvait rien faire, grosse pression avec les hanches, il ne fait pas d'erreur, il arrive à sortir des espèces de renversements, les petites tentatives de clés. Il ne pouvait vraiment rien faire, on aurait vraiment dit un débutant. Ouais, c'est ça qu'il faut, il arrive à rendre un petit peu... Là, il a retourné comme une crêpe. Il a fait un renversement d'enfant au judo. Non, mais c'est dingue. En fait, c'est ce qui est impressionnant avec lui, c'est qu'il a tellement un gros niveau que quand on tourne avec lui ou quand il combat, on a l'impression que ses adversaires sont limite nuls. Ouais, c'est ça en fait. Il rend finalement l'adversaire moins bon que ce qu'il n'est au départ finalement. Une démonstration de Saladin Parnasse justement qui a poussé aussi Marcin Held qu'on a vu tout à l'heure faire son mea culpa parce que si vous vous souvenez, il avait assuré avant le combat que le Français était surcoté. Powiem tak, no, przegrana z takim zawodnikiem jak Saladin to żaden wstyd, zwłaszcza po tym, co zobaczyłem tutaj w klatce. No mówiłem tam o tym jego przereklamowaniu. Nie, teraz mogę z czystym sumieniem, sprawdzając na sobie, powiedzieć, że jest to naprawdę światowej klasy zawodnik. Myślę, że taka topowa czołówka światowa. Więc no, dziękuję mu za tą walkę, dziękuję KSW za możliwość stoczenia tego pojedynku. Alors évidemment, ça fait partie un petit peu de la pression qu'on met avant un combat. Cette interview, il avait dit que Saladin Parnasse était surcoté. On l'a diffusé la semaine dernière, il n'était même pas très convaincu de ce qu'il disait finalement Marcin Held, mais ça fait partie aussi justement de l'intox un petit peu avant un combat. S'il y en a un qui n'est pas surcoté, c'est bien Saladin Parnasse et il l'a vu de lui-même finalement là. Oui, mais vraiment, il est inconscient. Pour moi, il est inconscient, Held. Moi, je reste persuadé qu'il avait les arguments, en fait. Il a des arguments pour dire ça, parce que tu sais, il est connu l'UFC, le PFL, le Bellator, il a pris des gros noms, il a gagné des tournois, il a fait partie du top 15 mondial, mais c'était il y a 10 ans. Donc il doit se dire, ouais, peut-être que ce mec-là, il reste dans le confort au KSW. Là, maintenant, il lui met un petit peu le tampon de validation. Moi, c'est ça que je retiens. Comme je le dis, ce gars-là a fait partie des 20 mecs les plus dangereux de la planète. Je sais qu'il y a plein de gens qui ne le savent pas. C'était il y a assez longtemps. Ils reconnaissent comme ça le talent de Parnasse. Je pense que c'est assez fort. Après, le côté sur côté, c'est vrai que quand on regarde Parnasse, parfois, on a l'impression que c'est pas forcément flashy. Tu vois, c'est pas des coups de pied retournés. En fait, c'est des choses très simples, mais tout le temps très bien appliquées à un degré élite. Et je pense qu'il y en a d'excellents. Ils disent, ouais, mais il n'y a rien d'exceptionnel quand je le vois combattre. Et ils en font l'expérience quand ils sont avec lui, finalement. Et elle, j'ai l'impression qu'il a ressenti ça un peu. En fait, pour moi, le haut niveau, c'est ça, c'est de savoir faire des choses très simples en combat, mais les faire parfaitement. Et c'est ce qu'il fait, Parnasse. En vrai, il fait le classique du gaucher-droitier, mets ton pied à l'extérieur, des jabs, tu sapes avec la jambe, des low kicks, des middle high kicks, changement de niveau, Et c'est bien fait, c'est bras efficace. arrière, et à chaque fois, ça touche. C'est ça Droite, qui est fort. gauche, dodo. En tout cas, il confirme aussi son ultra-domination au KSW. On le rappelle, il est devenu le plus jeune champion de l'organisation. Il avait 21 ans. Le plus jeune double champion aussi à 23 ans. Et aujourd'hui, il en est à 4 défenses de titre chez les moins de 70, qui est un record dans l'organisation. Mais alors, du coup, on se demande, nous, maintenant, est-ce qu'il n'a pas fait un petit peu le tour du KSW, Saladin Parnasse? C'est ça la question, finalement, Amaury. Est-ce qu'il ne doit pas aller voir un petit peu plus haut? Effectivement, la question, elle est légitime parce que il a lavé la catégorie, en vrai. En vrai, il a lavé la catégorie, il a été même forcé à monter en 77. Pour moi, en tout cas, c'est la plus grosse adversité qu'il a donnée à Bartos, par exemple. Alors qu'il y avait des kilos d'écart. C'était son adversaire en 77. En 77, alors il y avait des kilos d'écart le jour du combat. Mais c'est la première fois que je voyais Bartos marqué comme ça. Donc pour moi, il a fait le tour du KSW.
je pense que dans pas longtemps, il va aller chercher une plus grosse orga. Après, je sais pas. T'as pas d'infos, c'est tout. Oui, t'es pas en train de nous donner une info, t'inquiète pas. Mais tu sens que. Ouais, voilà, j'ai le flair. Écoute, tu sais quoi, il y a son manager, justement, Hatch, qui en a parlé après le combat au micro de Redouane Touta. Du coup, maintenant, on attend la suite, c'est clair. La suite, alors compliqué. Compliqué pourquoi ? Parce qu'il nous reste encore un match. Et ensuite, déjà, on sait que le niveau, pour aller beaucoup plus haut, on l'a. Maintenant, voilà, une grosse discussion avec la team. Il faut qu'on se mette d'accord. Je pense qu'on l'est un petit peu. Voilà, grosse discussion aussi avec le patron du KSW pour entrevoir la suite ou non. Voilà, donc encore une fois, dernier combat au mois d'avril ou au mois de mai. Donc ça va se discuter dans les prochains jours. Et puis voilà, qu'adviendra l'avenir de Salah. Aujourd'hui, en tout cas, on sait qu'il peut rivaliser avec les plus grands. Alors, il en dit sans trop en dire, Hatch, finalement. Alors, les infos, il ne reste plus qu'un combat au KSW à Saladin Parnasse et il va combattre en avril-mai, à peu près. Okay. Alors, reste à savoir maintenant la suite. On verra ou pas. Voilà ce que dit Hatch. Il n'en dit pas plus, avec un grand sourire, mine de rien. C'est pas toujours ce qu'on voit sur Hatch non plus, Sacha. Ouais, des fois, il a le visage un petit peu fermé. J'ai l'impression que c'est la free agency, c'est le mercato pour lui. C'est le moment qu'il aime le plus. Genre, ouais, on a bien bossé là pendant 1 an et demi. Maintenant, on va voir jusqu'où on mérite d'être payé. Non, il faut le comprendre. Moi, je suis assez d'accord avec ce qu'il dit. C'est la confirmation du gros niveau mondial. On le voit, même si on peut toujours critiquer l'adversité. Dans ce qui est produit par Saladin, c'est du même niveau que ce qui est produit par les plus grands combattants. Et là, maintenant, ça va être l'attente. Et il a raison. Je pense qu'il a des cartes à jouer au KSW. Est-ce qu'il reste des choses à faire là-bas ? Il va voir avec le Big Boss. Est-ce qu'il ne va pas tenter justement d'aller rechercher Bartos en 77 et tenter ce pari fou qui était le sien d'être triple champion au KSW ? Est-ce que ça te semble probable, possible ou pas ? Je ne suis pas si sûr que ça. Ouais ? Non, je ne suis pas si sûr que ça. Comme on a dit, il a fait un peu le tour, mais si jamais il a une autre organisation qui va le permettre de plus monter et peut-être de toucher de meilleures sommes. Mais il lui reste un combat. Moi, je pensais pour le dernier combat au KSW. Est-ce qu'il ne va pas tenter, tu vois, en 77 ? Pourquoi pas ? En plus, c'est un compétiteur dans l'âme. Ça veut dire que tu pars sur potentiellement une défaite, on ne sait pas, ou quoi. Donc, à voir. C'est ça qui peut être le facteur déterminant, mais du côté négatif, c'est que si tu reprends Bartoszynski et que tu perds, je ne suis pas sûr que ça doit exister, mais je n'ai pas tout trituré. Mais rentrer à l'UFC sur une défaite, si on parle de l'UFC, je ne suis même pas sûr que ça existe. Tu vois, attention, si ça se trouve, ça existe, et je le dis avec des grandes pincettes. Oui, c'est peut-être un peu risqué de tenter ce pari-là. Ouais. Je regardais un petit peu ce qui se disait sur les Twitter polonais, puisque vous le savez, tu es bilingue ? Je parle polonais couramment, pas du tout. Là-bas, il y a 3 pistes qui se dessinaient. Donc, Bartoszynski, effectivement, pour revenir à ce défi de la ceinture à 77, tu as Kaczmarczyk, qui est dans la catégorie du dessous, champion intérimaire en 66 kg, qui pourrait monter peut-être pour l'affronter. Qui était dans la salle d'ailleurs, je crois. Exactement. Il était filmé bord de cage et tout, petit costume noir, rasé de près, beau gosse, parfait comme il faut. Et tu as une méga star aussi du côté du KSW, qui est l'une des personnes qui a battu Bartoszynski, c'est Khalidov, et qui lui est en 84 kilos. Alors il faudrait trouver des règles un peu hybrides pour qu'ils s'affrontent. Je suis pas sûr qu'on le fasse vraiment dans les règles tradies du MMA, mais tu sais, le KSW, ils ont des événements qu'ils appellent épiques, ou Colosseum, ou des choses comme ça, où parfois ils font ces combats un petit peu différents. Ils ont déjà fait un combat de boxe, tu vois, par exemple, dans leur cage. Donc peut-être qu'on va vers un dernier combat qui est peut-être plus un show qu'un vrai challenge sportif finalement, pour vraiment finir en beauté au KSW et je pense faire aussi des beaux adieux, des choses comme ça. Ouais, parce que tu parlais alors, prochain rendez-vous avril-mai au KSW. Il y a l'UFC Paris après en septembre. Niveau timing, on est bien. En tout cas, très bien. Ce serait quand même pas mal. Si tu fais comme Axel Sola tes débuts à l'UFC à Paris, c'est pas mal. Génial. En plus, je pense que les gens, ils attendent au tournant ça là. À l'UFC, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent c'est bon, t'as fait le tour du KS, maintenant. La question, elle est posée depuis très longtemps, ça c'est sûr. S'il va à l'UFC Paris, je l'annonce d'ores et déjà aujourd'hui, je pense que c'est l'un des combattants et combats les plus attendus de l'UFC Paris. Je pense que son entrée sera l'entrée la plus mémorable de tous les UFC Paris. Ça va être une dinguerie. Moi, je pense aussi. Il y aura une attente exceptionnelle autour de... Et s'il rentre avec sa musique de d'habitude, mais le moment où sa musique commence à retentir, toute la salle, elle crie déjà, en fait, je pense. Vraiment, je pense que ça peut être des images complètement folles. On est en train de rêver, là. Là, on est en train de rêver, là. Là, on est déjà parti au mois de septembre, l'UFC Paris. On verra ce qui peut se passer pour Saladin Parnasse, mais c'est sûr qu'on va suivre évidemment avec attention les prochains mois et les éventuelles annonces pour notre Français. Il y avait un autre Français victorieux hier soir au KSW et il est là, c'est Amaury Wakozabo. Son 3e combat au KSW, 3e victoire face à Victor
Chervinsky. C'est ça. Chervinsky. Servinski. Servinski. Ouais, Très bien. ouais. On va voir les images. Victoire sur décision unanime pour toi, Amaury. Comment tu t'es senti dans ce combat? Franchement, dans ce combat, je me suis senti bien. Surtout le fait que c'est une nouvelle catégorie, donc je suis monté en 77. Voilà, t'as commencé par un catchweight, t'as fait moins de 70 après. Moins de 73. Ouais. Ensuite, moins de 70. C'est ça. Et là, moins de 77. Et là, moins 77. Donc cette fois-ci, j'ai plus besoin de couper mes cheveux pour arriver au poids. Qui est ta catégorie Voilà. normalement dans laquelle tu te sens le mieux, a priori. Tout à fait. J'ai fait mes débuts pro en 77. À l'AEF, ouais. À l'AEF, AEC. maintenant AEC. Ouais. Et là, maintenant, je suis passé au KSW, mais je sens la différence, notamment en termes de physique. Ouais. Donc les combattants de l'Est, c'est vraiment des gens très physiques, étaient très longilignes. Donc un bon pied-point, compliqué à trouver les distances. Et puis c'est là où j'ai réussi à faire parler mon fight IQ, où j'ai réussi à mettre en place mon judo pour pouvoir passer des transitions, contrôler au sol et infliger des dégâts. Justement, tu en parles de ton judo, on va regarder les images parce que, alors tu viens du judo évidemment, et ça se voit en fait finalement quand on regarde ton combat sur ces amenés-là au sol, qui sont d'une violence incroyable. Là, je pense que c'est sur celle-là. Ouais, celle-ci très violente. Sa tête tape, mais vraiment... Wow. Ouais, j'ai failli lui faire un soleil. Ouais. Mais on sent que tu t'appuies beaucoup, tu t'en sers en fait de ces aptitudes, de ces facilités que tu as justement en judo, notamment pour les amener au sol. Tout à fait, en fait c'est un peu le style comme les mecs de l'Est, style dagestanais, tchétchène. Ouais. C'est que maintenant, le MMA a évolué et les gens sont très attentifs sur les attaques en lutte simple, type double leg, single leg. Donc c'est beaucoup plus facile à contrer et je trouve que ça pompe beaucoup plus d'énergie. Alors que les attaques en gréco, vraiment en body lock, sont avec des petits balayages type judo, ça ne demande pas beaucoup de force et puis ça permet d'atterrir dans des positions au sol dominantes. Qui sont plus avantageuses pour toi, effectivement. Et on le voit d'ailleurs très bien dans tes combats, tu t'en sers énormément. Et on en a parlé rapidement tout à l'heure, il y a eu un petit moment où tu as été sonné aussi dans ce fight. On va revoir les images. D'ailleurs, mutuellement, alors c'est pas du tout au premier abord là, dans ce plan de cam là, on voit pas forcément. Mais vous mettez un coup de tête en fait mutuel que tu vois pas venir. D'ailleurs, tu le vois pas venir. Tout à fait. Non, je le vois pas venir. En fait, je mets mon bras arrière, mon bras avant, et il s'avance en même temps comme si vous voulez me mettre un espèce de bras arrière, sauf que on fait un choc tête contre tête, et puis là, je vois les étoiles. Ouais, là, clairement, j'étais dans un autre monde. J'étais dans un autre monde, mais c'est ça aussi qui fait ma force, c'est que quand j'arrive dans les moments critiques, j'arrive toujours à revenir, à me stabiliser, à me dire bon, là. C'est le moment où il faut être fort et je trouve toujours le petit moment. T'as encore la lucidité en fait. C'est-à-dire que même si tu es un petit peu ailleurs parce que tu vois des étoiles, etc., tu arrives à te dire ok, là je suis dans la cage, je vais revenir à moi. Il te faut combien de temps pour justement, c'est quoi, c'est une fraction de seconde pour que tu reviennes à toi Je pense que c'était une fraction de seconde, mais ça m'a paru très long. Ça m'a paru très long et puis j'ai été étourdi. Quand j'ai entendu le bruit du public, je me suis dit ah là je crois que je suis sonné. Je me suis dit là il faut que je fasse quelque chose. Il dit là, hors des questions que je laisse filer le combat. Pour je suis en Pologne, je suis à l'extérieur, il faut que je le domine. Et c'était ça le. Ta chance aussi, c'est que sur le moment, il est aussi sonné que toi, je pense, parce qu'il a vraiment un mouvement de recul qui est très compliqué pour toi. Et ça t'empêche pas après d'aller rechercher aussi un takedown, donc tu récupères très vite aussi, mine de rien. Tout à fait. Tout à fait. Je pense que c'est beaucoup aussi l'aspect mental, la visualisation. Je fais beaucoup de techniques type yoga de respiration. Et je pense que ça m'aide dans les moments où tu as une petite perte de lucidité à rebondir tout de suite. Donc ça, vraiment, c'est un atout pour moi. Ouais, l'instinct, franchement, c'était assez impressionnant. Tu sais, Saladin, une fois, il était venu dans ce canapé, il disait que quand il y avait des moments difficiles ou quoi, lui, c'était le combat face à Bartos, justement, il dit il y a un instinct qui se réveille en toi, et en général, c'est là où tu es le meilleur. Ouais, c'est et toi, au moment où tu as été sonné, tu lui as calé un takedown. Voilà, c'est ça. Et vraiment, on s'est dit, dans son instinct, peut-être qu'il ne savait pas trop ce qui se passait, mais son corps, il l'a redirigé vers non, faut aller le coller, et tu l'as super bien fait, parce qu'on a tous paniqué à ce moment-là, parce que le boulot, il était fait, on était à 30 secondes de la fin, et vraiment, ce takedown te permet d'asseoir complètement la victoire, alors qu'on était dans une zone un petit peu trouble avant quand même. Tout à fait. En fait, c'est quand tu es sonné, tu n'as pas le temps. En fait, ton corps il est en état d'urgence et j'ai fait ce que je sais faire le mieux, transitionner. Transitionner. Donc, je suis allé en lutte. C'était même pas recherché, mais ça s'est fait, ça s'est fait tout seul. La lutte de survie déclenchée parce que tu as de longues années de sport de préhension, etc. C'était un beau fight. Franchement, moi, je trouve ça courageux d'aller en 77 kilos parce que je trouve qu'à partir des 77 kilos au KSW, comme tu l'as dit,
tu commences à être vraiment contre des gros et beaux bébés. Ah ouais, ils sont buffs. Hein. Servinski, je l'ai senti buff. Et il était fourbe aussi. Les doigts dans les gants et tout. Ouais. Doigts dans les gants pour m'empêcher de frapper. À un moment, il m'a attrapé les cheveux aussi. Ah ouais? Ouais, à un moment, il m'a attrapé les locks au sol. J'ai voulu lui mettre un coup de coude et il a mis les pieds dans la cage aussi. Ouais, il s'accrochait un petit peu. Ouais. Que mes cheveux, je me faisais tracter vers l'arrière. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, ça allait trop vite, donc j'ai pas eu le temps. J'ai mis ma main sur son visage et puis rafale de coups de coude. Ouais, l'arbitre n'a pas vu non plus. L'arbitre il n'a a pas montré vu. à l'arbitre à un moment. Ouais, je lui ai montré à un moment. Il montre à l'arbitre la main et le gant. Il était un peu... Hein. D'accord. Mais bon, c'est pas grave, ça arrive. C'est des choses à travailler pour me dire la prochaine fois à l'extérieur, dans mes camps d'entraînement, d'essayer d'être encore plus fort pour pouvoir finir le combat. Ouais. Comme ça, il n'y a pas de place au doute, pas de place à l'arbitrage, c'est finish. Ouais, c'est ça. Si tu veux pas laisser quelqu'un d'autre décider pour toi Voilà, tout de à ton fait. fight. Je le disais tout à l'heure, tu es en 3-0 maintenant au KSW, dont 2 KO. Tu es toujours invaincu depuis tes débuts pro. T'en es où d'ailleurs dans ton contrat? On parlait de Saladin Parnasse, dans ton contrat avec le KSW. Ça peut être quoi la suite? Est-ce que tu as encore des combats avec eux? Oui, bien sûr. J'ai encore 2 combats avec eux. Donc là, je compte recombattre dans quelques mois. Je me suis blessé. Oui, alors à la main. tu as des points de suture, mais c'est ces points de suture que tu avais déjà avant? Oui, en fait, mon dernier combat au KSW 106, je m'étais fait opérer de la main suite à un uppercut Ouais. contre Fornalski. Et puis là, j'ai dû remettre un coup, je ne sais plus lequel. Ouais, tu as une belle bosse. Mais ta main comme ça devant toi, comme ça, vers toi? Là, comme ça. Non, ouais. Si on voit. voit bien. On voit au milieu là voilà. sur ton. Voilà, J'ai exactement. une grosse on voit. bosse. Et la belle montre aussi. Ouais, aussi. C'est important. Quand même. Mais tu as quand même une belle bosse, ouais. Et les beaux Donc, habits aussi, il faut. C'est important. souligne un T'es peu tout. soigné. Bah Il oui, revient dans toujours. l'avion, mais dans l'avion stylé. Toujours Voilà, avec la petite coupe, il le faut. Il le faut, c'est Donc il va te important. falloir un petit peu de temps pour récupérer et puis après tu vas Un recombattre petit peu de rapidement. mine temps de et rien. puis j'aimerais combattre vers avril. Vers avril, ce serait pas mal. Comme cela, ça me laisse à peu près quelques mois pour bien récupérer, repeaufiner mon jeu, voir avec coach les choses qu'il faut améliorer, les choses qu'il faut renforcer dans mon jeu et pourquoi pas recombattre en France en fonction des événements à venir. Mais ce serait top parce qu'en France, le public, il est énervé. Tu étais au KSW Lyon la Tout à dernière fait. fois. Ouais. Ah ouais, vraiment, le public français, vous êtes au top, les gars. Changez pas, vous êtes vraiment au top. Il y a des grands amateurs effectivement de MMA de plus en plus, mais c'est aussi parce qu'on a des super bons combattants aussi comme toi, donc forcément Merci. ça aide à venir dans les salles. On va marquer une courte pause, tu restes évidemment avec nous Amaury. On va revenir dans quelques instants sur RMC Sport 1 pour parler ça y est, du grand retour de l'UFC 324, c'est le week-end prochain avec le main event entre Justin Gaethje et Paddy Pimblett chez les moins de 70 kilos. À tout de suite. Mais on reste évidemment sur Twitch, ensemble les amis, pour vous faire gagner 20 € de free bet grâce à notre partenaire Winamax. Pour ça, rien de plus simple, on va vous montrer les images un petit peu modifiées d'un KO. Et le premier dans le chat qui donne la réponse de qui met le KO sur les images qu'on vous montre part avec les 20 €. Tu peux jouer à Maury, mais dans ta tête. Ok. Tu me donnes pas la réponse, s'il te plaît. Je vous demande de qui met le KO ce jour-là. Ça y est, j'ai déjà la réponse. La coupe de cheveux peut aider. Ouais, vraiment. Allez, dans le chat, c'est à vous. J'ai pas lu que c'est toujours pas Mimimati. Je sais que tu l'attends toutes les semaines. Bravo, Poscarpos 27. C'est bien Lopez. Alors, qui c'est Poiré Charlie ou c'est Poscarpos? Je pense que ce sera Poiré Charlie. Parce que je suis pas inspiré de ouf par le pseudo Poscarpos, personnellement. Bonne réponse, tu remportes 20 €. Allez, on est de retour sur RMC Sport 1 et ça y est, l'attente est terminée. On attendait le grand retour de l'UFC, c'est pour le week-end prochain. Dans la nuit de samedi à dimanche, ce sera à Las Vegas pour l'UFC 324 avec en main event le combat pour la ceinture intérimaire entre Justin Gaethje et Paddy Pimblett chez les moins de 70 kilos. Un combat qui fait beaucoup parler en l'absence, on le rappelle, du champion Ilia Topuria qui règle des problèmes personnels, mais qui annonçait qu'il serait bientôt de retour. On va en parler évidemment dans quelques instants. C'est un combat très important pour les deux hommes pour des raisons différentes. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir des réponses la semaine prochaine, notamment sur Paddy Pimblett, alors que certains contestent sa légitimité, justement au titre aujourd'hui. Alors comment l'Anglais adoré par l'UFC se retrouve à avoir cette chance pour la ceinture après seulement 7 combats? Eh bien, la réponse avec Oscar Joss. 4 septembre 2021. Un jeune homme fait ses débuts à l'UFC dans une catégorie des moins de 70 kilos vieillissante. Ce prince est anglais, il a 26 ans et c'est déjà une superstar chez lui.
À Vegas, Paddy Pimblett veut conquérir l'Amérique. L'UFC lui donne Luigi Vendramini, battu par Fares Ziam 3 mois plus tôt. Le gamin de Liverpool fait parler sa puissance et décroche un bonus de 50 000 $. Le premier de 5 récompenses en 7 combats. Mars 2022 rime pour lui avec récidive. À Londres, nouveau finish, nouveau bonus. Pimblett se fait un nom. Mais il se fait surtout une place dans la tête de Dana White. On my Instagram, I posted the face-offs yesterday from the heavyweight fight. Did 120,000 views on my Instagram. Paddy's face-off did 1.3 million. This kid's got a ton of hype behind him, and tonight he showed everybody that he's the real deal. Cet action fighter peut enchaîner les combats, tout ce que l'UFC demande. Un finish deuxième round en juillet et une décision en décembre pour clore 2022. Son premier gros nom, c'est Tony Ferguson. 39 ans, 6 défaites de rang. Une victoire par décision, certes, mais Pimblett avance, toujours invaincu à l'UFC. De retour en Angleterre en 2024, il signe une nouvelle soumission face à King Green. Une performance qui le place au rang de superstar et le fait accessoirement rentrer dans le top 15. La confirmation se fait face à Michael Chandler en avril 2025. 13 minutes de masterclass. On est parti pour. C'est terminé. C'est terminé. Victoire de Paddy Pimblett. Masterclass de Paddy Pimblett. Ses combats, le cœur du boss et celui des fans, l'Anglais a tout gagné. Pimblett a fait de l'UFC son foyer. Il veut désormais en devenir le chef. 40 ans. Alors, qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce que c'est un parcours pour devenir champion intérimaire, le parcours de Paddy Pimblett à l'UFC? T'en penses quoi, Amaury? Franchement, moi je trouve que l'UFC lui ont vraiment facilité la tâche. Ouais. Après, il faut savoir que l'UFC, c'est une entreprise. C'est un business, tu as raison de le dire. Business. Et puis lui, Dana White, il se penche sur ceux qui vont lui ramener de l'argent, faire vendre des tickets, les pay-per-view, etc. Et Pimblett, il a bien compris. Hein. Ouais. Ça marche, on lui facilite le chemin. Et puis, voilà, il fait son petit chemin. Alors, t'es pas le seul à penser qu'effectivement l'UFC lui a ouvert un petit peu une voie royale aussi pour arriver jusque-là. Si on regarde les 7 adversaires que Pimblett a affrontés et donc battus, parce qu'il a invaincu à l'UFC depuis ses débuts en 2021, il y en avait qu'un qui était classé au moment où il a affronté Pimblett, c'était Michael Chandler, et qui en plus à ce moment-là était plutôt sur la fin, avec une seule victoire sur ses 5 derniers combats. Malgré tout, Sacha, ça a été une victoire qui a compté aussi pour lui, parce qu'elle lui permet de faire un bond aussi au classement à ce moment-là. Et ça n'a pas suffi à convaincre non plus ses détracteurs. Oui, et puis c'est un tabassage de Chandler. Enfin, il faut y aller. Chandler, pour aller le tabasser comme ça, c'est quelqu'un qui a quand même mis au tapis Oliveira, qui après l'emmène dans une décision. Oui, c'est pas n'importe qui. Hein. Ouais. C'est quelqu'un qui est en 2 victoires, 4 défaites à l'UFC, qui n'est pas sur le début, comme tu l'as dit. Je peux très très bien entendre. Néanmoins, il faut quand même rentrer dans la cage et lui faire ce qui lui a été fait à cet homme-là. Et c'est pour ça que je trouve qu'on manque quand même beaucoup de respect à Paddy Pimblett pour ce qu'il a accompli, parce que au début, c'était vraiment que de l'hype, les combats n'étaient pas hyper stylés, il n'y avait pas toujours des finishes, et il a quand même réussi à redresser la barre, à monter le niveau, puisque ces mecs-là sont de plus en plus forts. On a beau dire ce qu'on veut, quand on passe de Vendramini à un moment donné, prendre des Bobby King Green, de prendre Ferguson, qui est quand même un gros nom, mais c'était sur la fin, et de prendre Chandler, et quasi tous les finir, c'est quelque chose. Et c'est pas un truc qu'il faut banaliser. Évidemment, il est boosté par sa hype, mais c'est quelque chose de tellement courant à l'UFC. C'est juste qu'on aime bien aussi détester un mec qui est très haut et ne pas comprendre pourquoi. Il y a plein de gars qui ont déjà battu des Ferguson, des Green, des Chandler et qui sont considérés comme très forts. Et je peux penser à Gaethje qui a battu Ferguson, par exemple, qui a été le mec qui a mis un peu qui a mis un peu de sel sur sa carrière, qui a commencé à détruire un peu. On fera la comparaison avec les adversaires de Chandler tout à l'heure. Là, c'est pour montrer effectivement que les autres gros noms qui sont Green et Ferguson, dont tu as parlé, Sacha, au moment où ils affrontent effectivement Pimblett et notamment Ferguson, il est sur 6 défaites de rang, il va reperdre en plus derrière aussi. C'était un petit peu pour poser le contexte des adversaires finalement que Pimblett a affrontés. De là à dire qu'il n'est pas méritant, voilà, c'est certains pointent du doigt, surtout le fait que finalement qu'il a évolué très rapidement au classement de l'UFC. Certains disent qu'il bénéficie du fameux Dana White privilège aussi, on appelle ça. Je parlais du bon classement qu'il a fait avec la victoire face à Chandler. Il était 12e, il passe 8e à ce moment-là quand il gagne face à Chandler. Et surtout, en fait, il gagne 3 places au classement en 6 mois sans combattre. C'est-à-dire qu'il ne combat pas, mais il gagne quand même des places au classement, ce qui arrive quand même c'est une folie, très rarement. Ça, quand même, ça. Très rarement. Après,
Alors, pas de sa faute. Voilà, il y a un contexte, et Paddy d'ailleurs lui-même va l'expliquer, parce qu'il en a un petit peu marre qu'on remette en permanence son statut et son classement, et du coup il avait mis les choses au clair au micro d'Yacine Zaouini. People are bitching that I'm rank 5 when I beat rank 7, and Islam's went out of division and Poirier has retired, so I should be rank 5. No, I don't give a fuck. I genuinely do not give a fuck about anyone else. The only person that matters to me right now is Justin Gaethje and beating him and becoming the interim champ, and then all them people that are crying, I'm going to be above them. So, they can all eat shit. On remercie les sous-titres parce que même en anglais, c'est un peu compliqué de comprendre l'accent du nord de l'Angleterre. Alors, c'est évidemment avec son franc-parler. Maintenant, il y a une forme de logique aussi dans ce qu'il explique finalement Paddy Pimblett, c'est qu'effectivement, quand il gagne ses places au classement sans combattre, c'est aussi parce qu'il se passe beaucoup de choses dans cette KT à ce moment-là, Sacha. Ah oui, très clairement. Et puis, c'est des situations qui ont pu être profitables pour des Français, pour intégrer le bas du top 15 aussi. Donc, c'est toujours quand ça touche à Paddy Pimblett que ça devient un petit peu négatif finalement, mais il le justifie très bien. Et ça se voit qu'il a quand même la tête sur les épaules. Il sait qu'il va être toujours très critiqué, qu'on va remettre en question beaucoup de choses sur son parcours. Lui, il a l'air vraiment focus à délivrer à chaque fois. Et je pense qu'il monte en puissance à chaque fois aussi. Donc ça fait partie du jeu, mais on sent qu'il l'encaisse bien. Ouais. On n'a pas assez parlé du personnage qu'est Paddy Pimblett. Tu l'as évoqué évidemment, Amaury, parce que c'est très important pour comprendre aussi pourquoi il en est là aujourd'hui. Finalement, il a cette image un petit peu en dilettante parfois aussi, notamment sur son hygiène de vie, qui est assez catastrophique. Il mange énormément, il ne fait pas du tout attention à ce qu'il mange justement. Mais au-delà du fait que ça peut faire rire quand on voit ces images-là. Lui en joue d'ailleurs en tout cas beaucoup sur ses réseaux sociaux pour faire rire justement. Ça pose un problème de diététique quand même au quotidien et surtout au moment où il va devoir perdre le poids parce que là il est à 10-15 kilos au-dessus de sa KT normalement. Donc ça veut dire au moment du cutting, tu te mets en danger aussi physiquement. Oui, tout à fait. Franchement, premièrement, les gens qui regardent Pimblett, ne faites jamais ça. C'est pas bon de faire des yo-yo comme ça, plus de 15 kilos. En fait, c'est pas bon pour l'organisme, c'est pas bon pour les reins, c'est pas bon pour rien. Rien n'est bon là-dedans, vraiment. Je pense qu'il aura des gros problèmes de santé plus tard et ça se trouve qu'en fin de carrière, il sera 4, voire vers 100 kilos, je pense. Ouais. Parce que il risque effectivement, une fois qu'il va arrêter le sport, même si a priori, là, il est méconnaissable en fait, presque sur ces images. Ça lui est arrivé de perdre jusqu'à 20 kilos pour un combat. On va essayer de comparer, mais toi, quand tu cuts, par exemple, combien tu perds généralement ? Là, par exemple, pour le dernier combat là, au KSW, d'ailleurs, grosse dédicace à Marie Defort, ma nutritionniste. Ah oui, vraiment. C'est important. C'est très important. Grâce à elle, mes cheveux sont intacts. C'est que ma santé. J'ai cuté 4 kilos, 4 ou 5 kilos. J'ai pas beaucoup cuté parce qu'on a fait le travail sur le long. Avec vraiment des macros bien répartis, une bonne réhydratation, plein de bonnes choses vraiment cadrées par les professionnels. C'est ça en fait, c'est que c'est encadré, on ne fait pas n'importe quoi avec la santé. Alors a priori quand même Sacha Pimblett il s'est un petit peu calmé, plus il se rapproche finalement des combats plus importants aussi de cette ceinture, plus il fait attention, mine de rien. Oui, j'ai l'impression. Après, de toute façon, ça devient un running gag un petit peu de sortir des images de Paddy quand il n'est pas en combat. Ça se trouve, il fait du régime depuis 2 mois et après, il va cutter pas beaucoup. On n'a pas vraiment tous les dessous de ses cuttings, justement. Pour l'instant, ça se passe bien pour lui. Je ne l'ai pas vu encore planter une pesée, tu vois, par exemple. Ouais. Oui, c'est vrai que c'est fou, quoi. Ouais, non, mais ça se trouve, il a aussi un organisme qui encaisse très très bien. Tu vois, il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Il y a des choses qu'il faut. J'imagine que le travail avec les nutritionnistes, c'est aussi de bien comprendre ce qui se passe dans le corps de chacun, qui est très différent. Pour l'instant, lui, en tout cas, il le fait avec une relative facilité. Et c'est ce qui aussi entretient ce personnage. Moi, quand je le vois comme ça, j'ai envie d'être son pote. Ça le rend hyper humain, le mec, quand même. Tu te dis, voilà, il a ses petits à côté, il s'envoie ses moi, wings. Moi, j'ai pas envie de manger à côté de lui, tu vois, parce que je pense que j'ai plus faim à 2 minutes. Il doit se dégoûter un peu. Il n'utilise pas la fourchette très souvent, certes. Non, mais je veux dire, ça fait partie aussi du folklore du personnage qui est un petit peu ce gars festif, bon pote, qui est devenu combattant. Le bon anglais aussi, il joue beaucoup sur ça, mine de rien. Oui, c'est ça, l'image du mec de Liverpool, qui est bon vivant aussi. Et cette coupe de Beatles, tu vois, bien sûr. Vraiment tout se complète hyper bien. Oui, puis il y a aussi ce qui est évidemment très important pour l'UFC, mais c'est aussi pour ça que l'UFC a misé sur lui, même en dehors des fights. Il y a quelques petites frasques, voilà. Il a aussi ce potentiel grande bouche, superstar aussi, voilà. Là, tu parlais que ça n'avait pas trop de conséquences sur son corps. Si vous venez de manger, ne regardez pas ces images qui vont suivre.
Amaury, je sais pas si tu les connais. Ouais, j'ai déjà vu ça. Voilà. Vraiment horrible. Petite galette des rois. Petit vomito. Donc, Horrible. comme quoi, c'est pas non plus sans conséquence pour lui, mais voilà, il s'en fout, il joue avec ça. Mais en tout cas, c'est sûr que le potentiel superstar, en tout cas star de Paddy Pimblett, Dana White l'a compris très vite et c'est sur ça qu'il joue aussi avec lui. Et Pimblett a compris à l'inverse que ça allait lui rendre service, quoi. C'est trop. C'est l'homme du peuple, là, regardez. C'est ça, il est divertissant. Donc c'est pour ça que l'UFC le garde, il lui facilite un peu le chemin. Parce qu'ils savent que, comme j'ai dit, il va vendre des places. Et puis il fait le boulot dans la cage. Ouais. En dehors de la cage aussi. Et puis il montre en fait qu'il est un peu comme tout le monde. C'est un mec qui il aime bien faire la fête. Voilà, il sort, il est jeune, il s'en fout, insouciant. Il mange comme il veut. Il représente un peu la jeunesse, la folie, la foule de la jeunesse. Donc même les fans de MMA, tu vois, je trouve que cette manière dont il a de sauter avec le public, c'est... En fait, je suis comme vous, les mecs. Et moi aussi, j'aime bien regarder des combats, j'aime bien regarder ces trucs-là et tout. Je kiffe autant que vous, quoi. Sauf que je le fais et je vais peut-être devenir champion intérimaire de l'UFC à un moment donné. Ça. Donc, non, c'est ouf. On va rentrer dans le détail aussi un petit peu plus technique du combat. Juste rappeler quand même que pour les bookmakers, Pimblett est largement favori de ce combat face à Justin Gaethje. Ce qui est assez, ce qui est fou ou non. D'ailleurs, on peut l'interpréter comme on veut. Peut-être que ça va changer d'ici la semaine prochaine. Plus on va approcher du combat, plus a priori les cotes vont se resserrer. Mais est-ce que déjà ça t'étonne de voir que Pimblett est favori? Franchement, pas du tout. Parce que Pimblett, il a un jeu assez intelligent. Bon, parfois... il se découvre un peu, il fait un peu peur sur les crochets, mais il a le menton solide. Mais comparé à Gaethje, il arrive à mixer, il peut amener au sol, il est très bon dans les soumissions. On l'a vu aussi mettre des bons coups dans Grenade Pound, etc. Donc il est assez complet. Je pense qu'il va réussir à se rendre le combat facile s'il n'arrive pas en mode fugueux. Je veux tout éclater d'un coup. Il a un bon bagarreur aussi en face, donc il y aura de la réponse. Si on regarde sur le sol, parce que c'est aussi l'un des points forts de l'anglais, 23 victoires en carrière, dont 10 sur soumission. Pourquoi il est aussi fort aussi, Sacha, dans ce domaine-là? Quelles sont ses qualités? Pour le coup, c'est que je pense qu'il lutte pas de manière dégueu et il est très opportuniste. Il a l'air de peser lourd aussi dans sa manière de faire. Je pense c'est un mélange d'explosivité, de puissance. Et puis, comme il l'a dit à Amaury, il sert très très bien des frappes pour s'ouvrir des chemins vers des soumissions ou des choses comme ça. C'est son domaine de prédilection. On a vu cette fameuse vidéo où il soumet 10 Marines de suite, etc. C'est quand même un gros physique aussi, je trouve, pour cette catégorie-là. On n'en parle pas souvent, mais il est quand même assez grand, assez balèze, tu vois. Et non, vraiment, il sait peser et il sait trouver toutes les techniques grappling avec les crochets, avec les jambes. C'est vraiment son style de prédilection. C'est sa base, en fait. Pour moi, c'est vraiment un gros grappleur de base qui, dans le MMA, a évolué dans les autres compartiments. Issu du JJB aussi, on le rappelle, ça doit forcément aider. Qu'est-ce qui t'impressionne le plus au sol, Amaury, là, chez Pimblett? C'est l'opportunité, comme le dit Sacha, d'arriver à tirer profit de n'importe quelle situation? Moi, je dirais les opportunités, les contrôles et aussi les transitions qu'il arrive. C'est-à-dire que dès que quelqu'un va proposer une défense, il anticipe déjà. Il est déjà sur autre chose. Et puis, il s'ouvre beaucoup de voies avec les frappes, les coudes, le Grenade Pound. En fait, je pense que quand on est un adversaire, on doit se dire « Ah, c'est difficile parce que si je reste trop de fois, je prends des coups. Si je me retourne, je peux manger une clé, un étranglement ou quoi. » Donc en fait, on arrive au sol, on se dit « Bon, c'est foutu. » Ça peut venir de partout aussi. Tout à fait. Son adversaire, pour le coup, Justin Gaethje, lui aussi, il vient du sol. Mais pour le coup, lui, les 2 plus grosses défaites de sa carrière, donc les 2 pour le titre, il les a perdues sur soumission, justement. Alors, on va quand même rappeler que c'était face à de vrais spécialistes aussi, donc Khabib et Charles Oliveira qu'on voit là. Est-ce que Pimblett peut s'asseoir au même niveau que ces deux-là? C'est compliqué quand même. Non. C'est pas le même style. C'est pas le même style de sol. Après, il peut très bien exploiter le défaut de Gaethje qui est qu'une fois qu'il est sur le dos, je pense qu'il perd quasi systématiquement. C'est ce qu'on a vu là. C'est là où elle est sa faille. Et c'est une faille que Paddy peut exploiter. Après, c'est vrai que le mettre au même rang aujourd'hui qu'à Khabib et à Oliveira, même si on respecte quand même Pimblett, ce serait un peu prématuré. Mais il est capable de faire ce qu'Oliveira fait sur cette séquence. Et ça, j'en ai aucun doute. Et a priori, Gaethje sait que Pimblett, c'est sur ce point-là qu'il va aller le chercher? Oui, je pense. Mais je pense que c'est pas anodin aussi qu'on ait mis Gaethje face à Pimblett. Je pense qu'on sait très très bien à l'UFC que la grosse faille de Gaethje, justement, c'est sol. Et quand tu veux penser sur les années à venir, est-ce que tu préfères avoir Gaethje comme champion ou Pimblett? Ce qui est fou, alors que Gaethje vient du sol aussi, et on en vient à dire que c'est peut-être son point faible aujourd'hui. Ouais, c'est un sol différent, parce qu'il vient de la lutte, Justin Gaethje, donc c'est vraiment l'art d'amener au sol, d'attaquer dans les jambes, etc. Et le fait d'être bon sur le dos, c'est vraiment quelque chose qui est
plus pour moi comparable au jiu-jitsu brésilien ou au grappling. Il n'est pas vraiment spécialiste de cette discipline-là. Lui, c'est vraiment le fait d'emmener au sol. Mais c'est même une spécialité qu'il a quasiment jamais utilisée depuis qu'il est combattant. Parce que finalement, Gaethje, c'est devenu un peu ce gros bagarreur qu'on voit des parpaings dans les sens et qui a des low kicks dévastateurs. C'est ça. Peut-être qu'il réserve tout finalement pour ce combat-là. En tout cas, Justin Gaethje, on va l'écouter, il sait à quoi s'attendre et ça fait déjà un moment qu'il travaille justement son grappling. Since Charles Oliveira choked me out, I have been grappling a lot. And I'm confident in my grappling abilities. I'm not scared to go there now. I wasn't scared then. I just wanted to avoid it. Now I don't necessarily need to avoid it. I'm happy to prove that I've been working my ass off when it comes to submission defense and even submissions. Il lui a fallu un petit moment avant de comprendre, mais finalement, il s'est dit, tiens, faut peut-être que je taffe mon sol un petit peu, ça peut être utile. Alors, il y a peut-être un petit peu d'intox du côté de Justin Gaethje aussi. Il en rigole, mais c'est vrai que c'est un petit peu exceptionnel d'entendre ce genre de phrase de la part d'un combattant. Oui, vraiment, on sait déjà que les MMA, faut avoir un bon sol. Même si ton jeu est basé sur le striking, tu es obligé au moins de savoir avoir 2-3 renversements au sol, savoir défendre des soumissions, te relever. Renverser, tu es obligé. Parce que à tout moment, tu te manges à dents, tu arrives au sol, tu n'as pas de ressources, le combat il est fini. Ou bien tu envoies une jambe, tu te fais contrer. En fait, il y a plein de situations où tu arrives au sol et tu te dois d'avoir les réponses techniques pour te relever. C'est à l'image de Gaethje. Gaethje, c'est le combattant, je trouve, quasiment le plus à l'instinct de l'UFC. C'est pas un combattant fight IQ, c'est pas un combattant game plan, donc comprenez que ce n'est pas un combattant stratégique, mais même lui, il l'a avoué. Il a dit, j'ai essayé de devenir stratégique, j'ai essayé de tout calculer dans la cage, il est pas comme ça, mais en fait, j'y arrive pas. Ça fait trop d'informations d'un coup. Moi, je suis bon quand j'y vais à l'instinct, quand je sens les choses, quand j'envoie des grosses briques, et que, en fait, je reste debout. Et ce qui est assez drôle, c'est que, du coup, il sort de son domaine de prédiction qui est la lutte, il s'entraîne avec un coach qui est juste aussi un excellent stratège qui est Trevor Whitman. Il s'entraîne avec Kamaru Usman qui était reconnu pour être un énorme stratège. Il est avec Fares Ziam, avec Fares Ziam. Il est aux antipodes de tout ça. C'est vraiment... J'ai pas envie de dire que c'est le débile de la cage, mais c'est un peu l'image. Il a cette image-là. Non, mais c'est vraiment. C'est vrai. C'est une brutasse. Et c'est aussi pour ça qu'on l'adore. Parce que c'est un mec qui fait des highlights, parce qu'il s'engage dans un fight comme une brute épaisse. Et ça donne souvent de très beaux combats, qu'il gagne ou qu'il perde. Et quand il a essayé justement d'être stratégique, c'est contre Max Holloway. Et donc, on sait à peu près ce qui s'est passé. Mais jusqu'à les 2-3 dernières secondes. C'est pas sa nature. Et je trouve que justement, en la personne de Paddy, il va tomber sur quelqu'un qui raffole en fait de ces trucs-là. Tout à fait. Et on a compris, ça va être un combat important donc pour Paddy Pimblett pour prouver qu'il mérite sa place justement au plus haut niveau chez les moins de 70. Et puis un enjeu aussi très important, même si différent pour Justin Gaethje, parce que c'est peut-être la dernière chance pour lui aussi d'aller chercher cette ceinture tant convoitée. Il a déjà eu 2 opportunités, on en a parlé rapidement, 2 défaites. Donc la première face à Khabib en octobre 2020 et la deuxième face à Oliveira en 2022. Les 2 sur soumission, on l'a dit. On ne va pas non plus oublier qu'il a disputé et remporté 2 autres ceintures. Une première intérimaire déjà face à Tony Ferguson et une BMF face à Dustin Poirier, les 2 sur TKO. Qu'est-ce que ça peut nous dire? Ça veut nous dire quoi? Est-ce que ça veut dire que quand la marche elle est haute, c'est plus compliqué pour lui à passer ou quoi? C'est un step mental aussi peut-être? Moi, c'est ce que je pense. C'est que je pense qu'il fait partie des excellents combattants et de l'élite des combattants. Mais dans le niveau et dans le MMA actuel, si tu n'es pas capable d'avoir vraiment une stratégie de champion ou pour devenir champion basée sur ton adversaire ou sur tes qualités, tu seras toujours au plafond de verre. Et je pense qu'il a le même problème que Dustin Poirier aussi, qui avait ça. Il y a plein de mecs, finalement, dans cette catégorie des 70 qui, je pense, ont eu ce profil-là. Mais il est tellement divertissant. Et puis, il met aussi des très beaux KO. Et il a des très, très belles victoires que tu es obligé de le maintenir haut. Et lui aussi, c'est un petit peu un privilégié d'une certaine manière. Il a toujours délivré. Mais on sait depuis très longtemps qu'il n'a jamais le niveau pour aller chercher des mecs comme Khabib, comme Oliveira, comme Topuria, comme Makhachev. Impossible. Il a fait un petit chantage auprès de l'UFC quand même pour avoir ce fight en disant si jamais j'ai pas ma chance pour la ceinture, je prends ma retraite. L'UFC a bien compris aussi qu'il y avait un potentiel bankable avec Justin Gaethje aussi. Les gens achètent justement leur place pour venir le voir. Mais là, à l'inverse peut-être de Pimblett à qui on reprochait de ne pas avoir affronté aussi des gros noms de la KT, Gaethje, il s'est frotté quasiment à tout le monde finalement avec plus ou moins de réussite. Faut aussi le dire, il y a beaucoup de défaites aussi dans le lot, mais il a affronté tous les gros de sa caté. Et d'ailleurs, si on a regardé depuis ses débuts à l'UFC, il a toujours affronté des combattants classés.
dans sa catégorie. Donc pour le coup, c'est vraiment quelque chose qu'on peut pas lui reprocher. C'est d'ailleurs aussi peut-être pour ça que l'UFC lui donne sa chance aujourd'hui. C'est que c'est un backup super pour l'UFC. C'est-à-dire qu'à chaque fois que l'UFC a eu besoin, Gaethje a répondu présent aussi. Il était toujours partant pour les fights. Moi, je pense que s'il continue comme ça et qu'il n'a pas de fight avec lui, il va finir le combattant un peu dangereux, mais par qui il faut passer pour monter en fait. Ça. Il va finir de vraiment faudra passer par le gatekeeper. Voilà, il va finir comme gatekeeper parce que au bout d'un moment, comme on a dit au haut niveau, si t'as pas de game plan, ça peut pas marcher. Et c'est pour ça que je pense que contre Paddy, ça va être très compliqué pour moi. Il va se faire ravager. Ah ouais. Ouais, pour moi, il va se faire ravager. Ça, c'est un gros chaos parce que pour moi, ça c'est le moment où où je pensais que Gaethje avait franchi le cap et que même il pouvait être potentiellement celui qui coucherait Max Holloway. Ça, c'est pour la ceinture BMF. Ouais, parce que cet enchaînement, en fait, avec le bras puis la jambe qui vient percuter Poirier, on a l'impression qu'il l'a lu dans un petit peu les tics que peut avoir Poirier dans la cage et que voilà, il lui a offert. Et tu vois, c'est parfaitement propre. On dirait que c'est orchestré. Et non, et finalement, ça s'est pas passé comme prévu. Mais moi, pour moi, ça c'est le truc le plus mémorable de sa carrière, ce chaos-là pour le coup. Poirier. Et ça correspond à son statut, selon moi. Attention, après, ça n'engage que moi. C'est un genre de BMF. C'est-à-dire que tu as les champions, etc. Puis tu as les BMF. Lui, c'est plus un mec BMF. Tu vois. Alors, pour le coup, ça va dans ton sens. Gaethje à l'UFC, c'est 14 combats, 14 bonus obtenus. Alors là, la stat, elle est folle, mais il lui manque plus qu'un bonus pour atteindre le $1 million obtenu en bonus à l'UFC. Donc, est-ce qu'ils ils vont peut-être aller chercher un Fight of the Night le samedi prochain? C'est pas impossible. Si les deux se livrent une grosse guerre, il y a moyen. Il est aussi l'exemple finalement parfait de ce qu'on appelle un petit peu vulgairement les action fighters en fait. Finalement, c'est ça aussi cette image qu'a Justin Gaethje. C'est comme ça que tu le vois aussi toi, Amaury. T'es toujours content de voir un combattant comme ça dans la cage en fait. Ouais, clairement. Pour moi, comme j'ai dit, Gaethje c'est un brawler pour moi. C'est quelqu'un où quand tu regardes, tu es sûr qu'il va y avoir du spectacle, il va y avoir du sang et il va y avoir des finishes. Et s'il n'y a pas de finish pendant 15 minutes, tu vas te dire waouh, vraiment quelle action de dingue, un bras arrière de folie, maintenant et des jambes aussi parfois, des low kicks de dingue, high kick parfois. Ça m'a étonné d'ailleurs qu'il balance un high kick KO comme ça contre Poirier. J'étais vraiment étonné. Mais oui, c'est un adversaire où tu sais qu'il gagne ou qu'il perde, il y aura du spectacle. Du coup, tu parlais du chaos le plus mémorable. Il s'est peut-être pris aussi le chaos le plus mémorable de l'histoire face à Max Holloway, finalement. Clairement. Parce que celui-là, il reste évidemment dans les annales. Et il a mis du temps aussi à s'en remettre, mine de rien, de ce chaos-là. Ah oui, très clairement. C'est l'image, je pense, la plus impressionnante qu'on ait vue sur un KO dans les 10 dernières années, avec ces fameuses 10 dernières secondes. Et c'est à l'image du personnage, genre... Tiens, il y a un moment donné où il faut faire un peu un truc bête pendant le combat, mais ça peut être sympa. Bon, on y va direct. Et il y va, il finit tête contre terre. Et c'est ouf de le voir comme ça quand même. Parce qu'on sait qu'Holloway, en plus, il vient de la caté du dessous à ce moment-là. Ouais. Donc c'est quelque chose. Mais comme tu l'as dit, c'est le personnage de Gaethje. Et comme l'a très bien dit Amaury, c'est un brawler. C'est un mec qui vient avant tout pour faire la bagarre. Voilà. Gagner ou perdre, c'est autre chose. C'est ce que lui fait Max Holloway à ce moment-là. Il lui dit, vas-y, il reste 10 secondes, vas-y, viens, on se met au centre là maintenant et on se fight. Oui, et puis lui, il y va tête baissée. Gaethje, il est déjà en train de perdre. Il a le nez qui est fracassé en deux. Mais il y va. Il sait qu'il peut tout se passer et qu'il y a une infime chance qu'il gagne, mais je suis même pas sûr qu'il l'ait en tête tant il se fait remplir dans ce fight-là. Je dis, vas-y, on y va, franchement. Mais parce qu'il dira jamais non. En fait, c'est aussi ça, c'est son tempérament. Il ne sait pas, sait pas dire non. Il dit, il est content et il y va. Mais on l'aime bien comme ça. Et puis c'est un mec qui est hyper intelligent, qui a des diplômes de criminologie, etc. Attention. Ça n'empêche. Mais là, c'est sûr que ce jour-là, c'était un chaos qui. L'image reste vraiment dans le chaos était criminel pour le coup. Des fois, il aime éteindre son cerveau un peu, tu vois. Parce que lui, il le fait au milieu du taf, quoi. Je pense qu'il était un peu trop. Des fois, il était un peu trop. Et quand tu atteins le gratin de la catégorie, tu peux pas te permettre d'éteindre ton cerveau et pas avoir de fight IQ. Bien sûr, pour arriver, pour réussir au plus haut niveau, t'as pas le choix. Alors la suite après cette ceinture inter-MR, ça pourrait être quoi? Pourquoi je pose la question? Parce que le champion Ilia Topuria a déjà annoncé qu'il serait de retour aux affaires entre avril et juin à peu près. Il a réglé ses problèmes extra-sportifs. Et il a dit qu'il voudrait affronter justement le vainqueur de ce Paddy Justin Gaethje. Et ça tombe bien parce que Gaethje justement a lui aussi Ilia Topuria en ligne de mire pour la suite. Ideal 2026 is I beat Paddy January 24th, and then I defend as the headliner of the White House card against Ilia and knock him out.
Alors, il est même allé encore plus loin, Justin Gaethje, parce qu'il a dit qu'après Topuria, il voulait aller rechercher Charles Oliveira et Max Holloway parce qu'il ne veut pas rester sur des défaites face à eux. Donc, lui qu'on annonçait quasiment à la retraite, finalement, il a un plan de carrière encore sur plusieurs années. Alors, évidemment, tout ça est conditionné à une potentielle victoire aussi face à Paddy Pimblett. C'est-à-dire que moi, la question que je vous pose, c'est si jamais il perd face à Pimblett samedi prochain, enfin dans la nuit de samedi à dimanche, est-ce qu'il pose les gants dans la cage le soir même ? On ne sait jamais, Gaethje. On ne sait jamais ce qu'il fait dans la cage, on ne sait jamais ce qu'il dit. C'est encore à l'image du personnage. Non, franchement, moi, très honnêtement, je m'attends à ce qu'il perde. Mais qu'il prenne sa retraite ou pas, sachant que tu sais qu'il y a cet événement à la Maison-Blanche qui peut arriver. Dont il parle. Il pourrait être dans ces papiers-là, parce qu'on l'a dit, showman, États-Unis, Maison-Blanche, etc. Est-ce que ça vaut le coup de poser les gants à ce moment-là ? Je ne sais pas. En tout cas, le côté plan de carrière juste après, j'y crois un petit peu plus, parce qu'effectivement, s'il a cette ceinture, il va penser des choses. Par contre, il n'y a aucun monde, selon moi, dans lequel il peut battre Topuria, mais vraiment aucun. Jamais, c'est pas possible. Impossible. Ouais, non. C'est sûr, comme ça, sur le papier, ça paraît un petit peu... Il se fait éteindre direct. Ça paraît un peu compliqué. Il va se faire éteindre, c'est pas possible. En tout cas, que ce soit Gaethje ou Pimblett, le combat pour le titre incontesté, donc qui aura ensuite face à Topuria, il aura de la gueule quand même, parce qu'il y a un gros passif aussi entre Pimblett et Topuria. Pour le coup, les deux, ça fait très longtemps qu'ils se chauffent. Que ce soit à distance, en conférence de presse, enfin, ils n'arrêtent pas. Et pour le coup, le jour où ce fight va avoir lieu, ça va être électrique. J'ai besoin de ce fight dans ma vie. Mais tout le monde, je crois. Très clairement, je le dis haut et fort, ça fait des mois et des mois que je le dis. J'ai besoin de ce fight dans ma vie, j'ai besoin de cette rivalité, j'ai besoin de cet événement qui fasse un petit peu Géorgie-Espagne contre Royaume-Uni. J'ai besoin de ce stade de foot, ce Wembley ou je ne sais quoi, de cette giga-salle européenne pour accueillir ça l'UFC. en Europe, ouais, c'est sûr que... Ah là, je pense que ça va être quelque chose d'exceptionnel. Et pour moi, ça fait partie des projets de l'UFC pour Ilia Topuria depuis longtemps. C'est-à-dire que bien évidemment, Pimblett aurait pu affronter d'autres personnes, mais quel était le chemin pour que tu puisses prendre quand même les deux plus grosses stars de ta catégorie, que sont ces deux mecs-là, en fait, et pour qu'ils se croisent. Ils ont réussi à mener quasiment ce plan. Il reste une étape ils y sont avant presque. Que ça arrive, potentiellement. Ils y sont presque. Mais ils y sont presque et on verra si ça se fait. Mais c'est sûr que on signe pour le voir, ce fight. Bien sûr. Et puis, comme on a dit, c'est bon pour les plans de l'UFC, c'est de l'entertainment. D'ailleurs, on n'a pas Pimblett, le mec un peu foufou. D'un côté, on a Topuria, le gars... aussi qui a la grande gueule, mais une grande assurance, et surtout qui il est descend clinique, les gens. Topuria, clinique, il descend les gens. Vraiment, il met la clim à chaque Il est en mission pour le coup, Topuria, il n'a pas le temps. Alors, tu disais que jamais Gaethje ne pouvait gagner contre Topuria. Si c'est un Pimblett-Topuria, comment tu vois les choses ? Pour moi aussi, Pimblett, il ne passera pas, mais déjà... je trouve qu'il représentera une plus grosse adversité que Gaethje, parce que Gaethje, en fait, son jeu il est simple, en fait, c'est facile à lire son jeu, trop lisible. Et pour un mec comme Topuria, c'est ce qu'il veut. Parce que lui, pour le coup, le fight IQ, il a, Topuria. Tout à fait. Donc, là, tu lui donnes à manger. Il va jeter Topuria. Il donne à manger à Topuria. C'est vrai, c'est le style de combat, je pense. Topuria, il se régale de ça. Il va l'analyser pendant 4 heures, dire bon, ok, c'est ça, une combinaison. Ok, je vais accepter un low kick, avoir mal à la jambe, et je vais tout lui mettre dans la tête. Je pense que Topuria aussi plie Pimblett en deux. Mais en termes d'impact, déjà pour le MMA en Europe, pour l'UFC, je pense que c'est conséquent. Je pense qu'ils sont même capables, les deux étant tellement des bons clients, de commencer par une énorme rivalité et de finir limite pote, ou l'inverse. Oui, ça finit encore pire, tu vois. Quelque chose autour de ce fight. Il n'y aura que des images mémorables, en fait. C'est-à-dire que toute la semaine d'avant un Topuria Pimblett, je pense qu'elle est incroyable. Le moment où les deux mecs vont rentrer dans la cage, ça va être incroyable. Et puis selon ce qui se passe à la fin, moi je vois Topuria gagner. Soit il se manque de respect encore, soit il se rabiboche et ça sera encore des images virales, tu vois. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'a priori, je pense que l'UFC doit un peu prier pour que Paddy gagne ce fight face à Gaethje, pour qu'ils puissent continuer d'écrire leur histoire aussi derrière. Paddy, il est plus vendeur. On a plus envie de suivre un Paddy pour tous les tracks sportifs. Oui, puis ils sont pas du tout au même moment de leur carrière non plus les deux, donc forcément... Et puis Paddy, il peut avoir une trajectoire à la Gaethje, c'est-à-dire qu'il peut s'incliner, perdre cette ceinture intérimaire, redevenir l'action fighter de cette catégorie, qui peut aller chercher les BSD, machin, et tu sais qu'à chaque fois, tu vas vouloir voir Paddy Pimblett parce que c'est ce personnage-là, peut-être même le mettre sur une BMF, etc. Gagnant sur tous les plans, en fait. Tu vois. Sur la BMF, on le voit bien, a priori. Bah oui, et même s'il perd face à Topuria, ce qui serait la logique sportive,
il aura quand même Il y un aura statut d'autres, pendant des années dans cette caté Pimblet. Il y aura d'autres challenges pour lui. Je vous rappelle le rendez-vous du coup pour cette UFC 324, c'est dans la nuit de samedi à dimanche prochain. On sera ensemble dès minuit sur RMC Sport 1 pour vous faire vivre la carte principale, vous amenant donc jusqu'au main event entre Justin Gaethje et Paddy Pimblett. Et puis on enchaînera, il y a 2 UFC numérotés, 2 semaines de suite. On va se régaler. C'est dans la nuit du 1er février, voilà, pour notre Français Benoît Saint-Denis face à Dan Hooker. Ce sera en Australie, mais ce sera à des horaires américains, donc ce sera aux horaires habituels pour l'UFC dans la nuit. Si vous avez bien suivi, c'est ça. Pour voir Benoît Saint-Denis qui est en co-main event quand même de cette soirée. Là aussi, c'est un combat très très important pour notre Français. Merci beaucoup, Amaury, d'être venu. C'est passé vite, hein, t'as vu? Oui, très très vite. Ouais, déjà 1 heure. Ça y est, on a tout vu. Merci à toi d'être venu encore une fois dans le Fighter Club Sunday. Tu réponds toujours présent, donc c'est un plaisir de t'avoir. Merci beaucoup. Merci à vous l'équipe, merci Sacha, merci Flora. Et puis on te retrouve très vite, évidemment. Sacha, merci beaucoup. On se retrouve dimanche prochain, 22h30, pour débriefer justement l'UFC 324 qui aura lieu dans la nuit de samedi à dimanche. On verra si nos prédictions sur ce Gaethje Pimblett ont été bonnes ou pas. On ressortira tes petits extraits. Retenez bien mes pronoms. Ouais, retenez bien mes pronostics. Retenez bien. On y est, c'est la semaine du retour de l'UFC. Ça y est, ça arrive. Merci à tous les amis, merci à Anthony Sterpigno, Oscar Joss, Robin Travers, Nathan Rochefort, tous ceux qui ont préparé cette émission. Et puis nous, on se retrouve évidemment la semaine prochaine. Très belle soirée à tous.